Une quarantaine de coups. Presque autant de coups que d'années de mariage. Pas exactement, car Jamila et Abdelwalid étaient mariés depuis plus de 50 ans. Mais le rapprochement est insoutenable. Une vie conjugale de plus d'un demi-siècle, finissant non pas dans la séparation, pas dans le divorce, pas dans l'apaisement tardif, mais dans une scène de boucherie domestique. 40 coups pour 50 ans de mariage. Maître Gerbi, ça fait longtemps qu'il nous raconte ces histoires de procès. Elles sont toutes plus prenantes les unes que les autres. C'est toujours passionnant d'avoir un œil à l'intérieur, de comprendre la justice, son fonctionnement, d'entendre comment on défend une victime. Car Maître Gerbi est avocat, et il a fait un choix. Il ne défend que des victimes. L'an dernier est née l'idée de ce podcast. Vous racontez l'évolution, de l'arrivée du client jusqu'au verdict. Vous avez été nombreux à nous suivre tout au long de la première saison. Voici la seconde saison de Hervé Gerbi raconte. Aujourd'hui, l'histoire de Jamila. Par respect pour la famille, les noms des protagonistes ont été modifiés. 40 coups pour 50 ans de mariage. Il y a des procès qui commencent avant même que le président de cour ait ouvert les débats. Ils commencent dans un mouvement de porte, dans un silence qui tombe, dans une silhouette qui entre, dans un homme que l'on regarde et que l'on ne parvient pas à faire coïncider avec les faits que l'on a lus dans le dossier. Nous sommes le 12 octobre 2022, il est 9h05. Ce matin-là, à la cour d'assises de Montpellier, l'accusé entre dans la salle. Il s'appelle Abdelwalid. Il entre donc dans le box. Immédiatement, il y a un trouble. Ce n'est pas un homme droit, dur, fermé, défiant la cour. Ce n'est pas l'image simple que l'on pourrait se fabriquer d'un meurtrier conjugal. C'est un octogénaire. Un homme usé. Un homme dont le corps semble plus vieux encore que le crime. Un homme qui entend mal, qui paraît avoir du mal à comprendre ce qu'on lui demande. Un homme qui cherche ses mots, qui hésite, qui répond parfois à côté, qui semble se perdre dans les premières questions du président. Le président interroge, l'accusé répond mal, ou répond peu, ou répond confusément. Il y a des blancs, des flottements, des phrases qui ne vont pas au bout. On sent la salle retenir son souffle, on sent presque une gêne collective, comme si chacun se demandait sans oser le dire « Est-ce bien cet homme-là que l'on va juger pour une scène pareille ?» Et c'est précisément là que commence la difficulté de ce procès. La cour d'assises ne juge pas seulement l'homme que l'on voit, elle juge les faits qu'il a commis. Elle juge un moment, elle juge un passage à l'acte, elle juge une intention, une violence, un corps détruit, une victime qui a tenté de se protéger, une arme saisie, des coups répétés, un appel aux gendarmes, une maison devenue scène de crime. Il y a donc deux images qui vont se superposer pendant toute l'audience. Dans le box, un homme âgé, diminué, confus. Dans le dossier, une femme massacrée à coups de bêche. Cette tension est terrible. Car il ne s'agit pas d'être inhumain avec l'accusé. Il ne s'agit pas de nier son âge, ses troubles, son altération, sa fragilité présente. Mais il ne s'agit pas non plus de laisser la vieillesse faire écran à la violence. La justice ne peut pas devenir amnésique parce que l'accusé a des trous de mémoire. Elle ne peut pas laisser le corps de la victime disparaître derrière la faiblesse apparente de celui qui l'a tué. La peine dans une cour d'assises n'est pas seulement une arithmétique d'années. Elle est d'abord une parole publique. Elle dit ce que valent les actes. Elle dit ce que vaut la vie détruite. Elle dit qu'un crime ne devient pas moins grave parce que son auteur a vieilli entre le jour des faits et le jour du jugement. Ensuite, il y aura l'exécution de la peine. C'est un autre temps judiciaire, un autre lieu, d'autres règles. L'âge, la santé, la dépendance, les troubles, l'état réel du condamné peuvent alors être pris en compte. Et le rôle de la cour d'assises n'est pas de minorer l'horreur d'un meurtre au motif que l'accusé se présente diminué. Son rôle est d'abord de dire « voilà ce qui a été fait ». Et ce qui a été fait à Jamila est d'une violence inouïe. Une femme de 73 ans,
Un garage, une bêche, une flaque de sang, un visage tuméfié, un corps allongé au sol, des lésions de défense et, selon les éléments médico-légaux, une quarantaine de coups. Tout commence, dans le dossier criminel, par un appel. Pas un appel de témoin, pas un appel d'un voisin affolé, pas d'abord l'appel d'un proche qui découvre la scène, un appel de l'auteur lui-même. Le 2 août 2018, en fin de soirée, le centre opérationnel de gendarmerie de Montpellier reçoit un appel. Abdelwalid parle. Il dit qu'il voudrait que la police et les pompiers viennent. Il indique qu'il vient de tuer sa femme. Il ne parle pas d'un accident. Il ne parle pas d'un malaise. Il ne dit pas « je crois qu'elle est tombée ». Il annonce le crime. Il donne des éléments, il évoque ce qu'il croit être une tromperie. Il parle de Jamila, il parle de cette maison, de ce qu'il estime avoir perdu. Il dit dans cette immédiateté désordonnée de l'après-crime quelque chose qui ressemble à une plainte sur son propre monde effondré. Il dit qu'il a perdu sa maison, son domaine, son univers. Il évoque cette maison comme la plus belle maison du quartier. Cette phrase est importante. Elle peut paraître secondaire face au sang, face au corps, face à la bêche. Dans l'esprit d'Abdelwalid, la maison n'est pas simplement une habitation. C'est un symbole, un territoire, une possession, un lieu de réussite, d'orgueil, peut-être même de pouvoir. Et ce soir-là, dans son récit, tout est confondu. La femme, la maison, la jalousie, le divorce, l'honneur, l'argent, la perte. C'est souvent ainsi dans les crimes conjugaux de possession. L'auteur ne dit pas seulement « elle me quitte », il vit cela comme « on me retire mon monde ». Et lorsque l'autre devient l'objet de ce monde, son départ n'est plus supportable. Jamila pourtant n'était ni une maison, ni un territoire, ni une possession. Elle était une femme qui voulait divorcer, une femme qui voulait reprendre son souffle. Mais au téléphone, Abdelwalid parle depuis le chaos qu'il vient de créer. Il appelle les secours après avoir frappé. Il appelle les gendarmes après l'irréparable. Il alerte l'État après avoir détruit celle qui partageait sa vie. Un autre appel intervient également, celui du frère, prévenu dans ces minutes de sidération. Lui aussi contacte des secours. Ce second appel fait entrer immédiatement la famille dans l'horreur. L'affaire n'est pas encore judiciaire, mais elle est déjà familiale. Quelqu'un reçoit la parole impossible. Il a tué sa femme. Il faut appeler, il faut dire, il faut transmettre. Il faut que les hommes en uniforme se rendent là où la famille ne peut pas encore imaginer ce qu'elle va apprendre. La gendarmerie engage alors une patrouille. Les militaires de Saint-Gervais-sur-Mare sont dépêchés. Un officier de police judiciaire de la brigade de Bédarieux est avisé. Les pompiers se rendent également sur place. La destination est précise. Villemagne-l'Argentière. Il faut imaginer le trajet. Pour les gendarmes, tout tient d'abord dans une phrase. « Je viens de tuer ma femme ». Ils ne savent pas encore si la victime respire. Ils ne savent pas si l'homme est encore armé. Ils ne savent pas s'il va se rendre. Ils ne savent pas si la scène est stabilisée ou si elle peut encore basculer. Ils se rendent vers une maison de nuit dans cette tension particulière des interventions où l'appelant est à la fois celui qui demande de l'aide et celui qui annonce être l'auteur. À l'arrivée, vers 22h15, les gendarmes constatent la présence d'Abdelwalid à l'entrée du garage. Il est là. Il ne fuit pas. Il ne se cache pas. Il affirme qu'il vient de tuer sa femme. Il est immédiatement interpellé. Puis les enquêteurs entrent. Et là, la maison cesse d'être une maison. Elle devient une scène de crime. Au fond du garage, ils découvrent Jamila. Elle est allongée sur le dos. Son visage est très tuméfié. Une flaque de sang se trouve près de sa tête. Près du corps, contre un mur, une bêche ensanglantée. L'arme est là, dans ce décor domestique, presque obscène par sa banalité. Un outil de jardin, un objet de terre, de maison, de travaux extérieurs, devenu l'instrument d'une destruction humaine.
Ce n'est pas une scène de cambriolage, ce n'est pas une intrusion, ce n'est pas une violence venue de l'extérieur. Les enquêteurs ne relèvent aucun désordre général dans l'habitation, aucun élément permettant d'évoquer le passage d'un tiers. La scène est concentrée. C'est l'intérieur qui a tué. C'est le couple, c'est la maison. C'est le lieu supposé protégé qui est devenu le lieu du danger. La violence est localisée, mais elle est extrême. Le corps de Jamila est au sol. Son visage porte les stigmates des coups. À côté d'elle, l'outil. Autour d'elle, les traces. Les techniciens en identification criminelle vont intervenir, photographier, relever, mesurer, figer ce que la mémoire humaine aura du mal à supporter. Ils constatent notamment sur le côté du congélateur contre lequel reposait la tête de Jamila 14 rayures assez profondes, orientées de haut en bas et de droite à gauche. Ces rayures peuvent correspondre à des traces laissées par la partie métallique de la bêche au moment des coups portés à la tête. Cette précision est macabre, mais elle est essentielle. Elle signifie que la scène ne parle pas seulement par le corps de la victime. Les objets autour d'elle parlent aussi. Le congélateur, cette surface froide, domestique, ordinaire, garde lui aussi la mémoire des coups. La maison a été frappée avec elle. Elle a reçu l'écho matériel de l'acharnement. Les techniciens observent les outils de jardinage. Ils notent que les autres outils paraissent rangés. Ils identifient la bêche retrouvée à proximité immédiate du corps. Ils relèvent également, dans la chambre occupée par Jamila, une trace blanchâtre sur la partie droite du lit au niveau de la tête. Cette trace sera importante parce qu'Abdelwalid va s'en servir pour construire son explication. Il dira avoir cru y voir la preuve d'une infidélité. Mais l'enquête démontrera autre chose. Les analyses et investigations ne permettront pas d'établir l'existence d'un amant. Les traces découvertes sur le lit ne seront pas interprétées comme des traces de sperme. L'arrêt de condamnation rappellera que l'enquête n'a identifié aucun amant de Jamila. Cela change tout. Car Jamila n'est pas morte sur la base d'un fait établi. Elle est morte dans une construction mentale, dans une jalousie, dans une suspicion, dans une obsession devenue certitude chez celui qui l'a regardée non comme une femme libre, mais comme une femme soupçonnée. Les photographies du cheminement des gendarmes jusqu'au corps sont réalisées. Un croquis est établi, les lieux sont documentés. La procédure commence son travail froid, méthodique, presque clinique. C'est nécessaire car plus tard, lorsque l'accusé dira ne pas se souvenir, lorsque les versions varieront, lorsque la vieillesse et les troubles viendront brouiller la perception, il faudra revenir à cela. Le corps, la bêche, les traces, le sang, le congélateur, les lésions. Les choses, parfois, témoignent plus sûrement que les hommes. Le médecin légiste intervient. C'est alors que l'affaire quitte la seule scène visuelle pour entrer dans la vérité du corps. Le médecin constate un traumatisme crânio-facial et cervico-thoracique majeur. Il relève de multiples plaies, des abrasions, des fractures. Les lésions observées sont compatibles avec l'action vulnérante d'un objet contondant ou coupant, tel que l'objet présenté, la bêche. Il note aussi des lésions de défense au niveau des mains et du bras, compatibles avec une phase de lutte ou de protection avant le décès. Ce détail est capital. Jamila ne s'est pas simplement effondrée. Jamila ne s'est pas simplement laissée tuer, Jamila a tenté de se protéger. Il faut s'arrêter sur ce que signifie une lésion de défense. Dans un dossier, l'expression est technique. Dans une salle d'assises, elle est bouleversante. Elle veut dire que la victime a vu venir la violence, qu'elle a levé les bras, qu'elle a tenté de faire écran, qu'elle a opposé son corps au métal. Elle veut dire qu'il y a eu, même dans les dernières secondes, un mouvement vital, une résistance, une volonté de survivre. Jamila avait le bras en écharpe, diminué par une blessure évoquée dans les pièces. Malgré cela, les constatations indiquent qu'elle a tenté de s'interposer, de se protéger, de repousser les coups. Cette précision rend la scène encore plus insupportable. Une femme âgée, physiquement diminuée,
face à un homme armé d'une bêche, tente encore de se défendre. Les expertises ultérieures préciseront la violence. L'autopsie conclura à un décès par choc hypovolémique progressif, lié à des plaies crânio-faciales sévères, avec probable détresse respiratoire aiguë. Les lésions décrites sont nombreuses. Des plaies crâniennes, des fractures du massif facial, des atteintes du cou, des lésions thoraciques, des lésions des membres supérieurs. Le rapport complémentaire est encore plus saisissant. Il indique qu'il n'est pas exclu qu'il y ait eu 2 ou 3 phases de rixe avant que Djamila chute au sol, puis reçoive une quarantaine de coups de bêche. Il précise que la majorité des coups a été portée alors que la victime était allongée au sol, l'agresseur se trouvant à sa droite. Il souligne que les zones principalement touchées sont l'extrémité crânio-faciale, le cou, et dans une moindre mesure, les membres supérieurs et le bassin. Il relève que Djamila avait manifesté une activité motrice d'interposition pendant l'agression. Une quarantaine de coups. Il faut entendre ce chiffre dans toute sa violence. Ce n'est pas seulement un nombre, c'est une durée. Même courte, même concentrée, même sous la force d'une explosion, une quarantaine de coups suppose un geste répété. Lever l'outil, frapper, relever, frapper encore, recommencer. Sur une femme au sol, sur le visage, sur le crâne, sur le cou, sur les bras qui protègent, sur le corps qui cherche encore à vivre. En garde à vue, Abdelwalid reconnaît avoir tué Djamila. Il dit lui avoir porté des coups de bêche. Il dit ne pas se souvenir précisément du nombre de coups. Il parle d'un moment où il aurait perdu la raison. Il évoque le démon qu'il aurait pris. Il explique qu'il avait découvert ou cru découvrir des traces sur le lit. Il dit que pour lui, ces traces confirmaient une infidélité. Il parle d'une dispute, d'insultes, de colère. Il dira avoir regardé la télévision, notamment un match de boxe. Le détail est presque trop lourd symboliquement. Il raconte qu'il est monté dans la chambre, qu'il a vu les draps, qu'il a voulu des explications, qu'il est descendu au sous-sol ou au garage, qu'il a trouvé Djamila, qu'elle aurait continué à l'insulter. Il s'est emparé de la bêche. Les déclarations de l'accusé évoluent. À un moment, il explique l'avoir frappée à la sortie de la salle de lecture alors qu'elle était debout. Un autre, il précise qu'il s'est emparé de la bêche parce qu'elle était là, mais qu'il aurait pu prendre un autre outil, un couteau ou autre. L'arme est presque secondaire dans son propre récit. Ce n'est pas seulement la bêche qui a fait le crime, c'est la décision de frapper. La bêche était disponible, un autre outil aurait pu l'être. Les enquêteurs constatent pendant la garde à vue qu'il s'assène des gifles et tient des propos suicidaires. Il est examiné, des photographies sont réalisées. On relève sur lui des traces de sang, quelques lésions superficielles, une excoriation, une abrasion légère, rien de comparable avec ce que Djamila a subi, bien sûr. Il y aura ensuite la mise en examen pour meurtre par conjoint, la détention provisoire, l'instruction, les expertises, la reconstitution. J'étais présent à cette reconstitution. Un moment central. Elle remet les corps dans l'espace. Elle oblige Abdelwalid à montrer, à situer, à préciser. Elle confronte sa parole aux murs, aux portes, aux objets, aux angles, aux distances. 3 séquences sont organisées, une remise en situation des lieux, une reconstitution des événements avant les faits, puis une reconstitution du crime tel qu'il résulte des auditions, de l'autopsie et des observations des experts. Lors de cette reconstitution, des éléments apparaissent. Le cheminement de Djamila et d'Abdelwalid est interrogé. La position du corps, la présence du téléphone, la tresse de faux cheveux, les traces, les lésions, la place de la bêche. Tout est repris. Le médecin légiste rappelle que les lésions ne s'accordent pas avec un simple récit de chute ou avec une violence minimale. Il indique que les coups ont été nombreux, portés avec une énergie importante alors que la victime était au sol. C'est là, au cours de cette reconstitution, que la version de l'accusé rencontre la résistance du réel.
Il peut dire « je ne me souviens pas », mais le corps se souvient. Il peut dire « j'ai perdu la raison », mais les traces disent la répétition. Il peut dire « tout est allé vite », mais une quarantaine de coups suppose une durée, un retour, une persistance. Il peut dire « elle m'a provoqué », mais la victime était au sol, âgée, diminuée. L'enquête ne s'arrête pas à la scène du crime. Elle va chercher l'avant, le climat, les proches, les voisins, la vie du couple, la manière dont Jamila et Abdelwalid existaient aux yeux de ceux qui les connaissaient. L'enquête de voisinage donne d'abord une image partielle de famille voisine, indique ne rien avoir perçu d'anormal le soir des faits. Elles disent ne pas entretenir de relations particulières avec ce couple, perçu comme plutôt solitaire. Cette solitude est déjà un élément. Les violences conjugales vivent souvent très bien dans l'isolement. Moins il y a de regards, moins il y a de paroles, moins il y a de relations, plus le huis clos se renforce. D'autres témoignages évoquent un homme difficile, peu sociable, parfois violent dans ses réactions. Une voisine parle de comportements agressifs, d'objets lancés, de propos ou d'attitudes pénibles. Un voisin décrit un homme qui ne laissait pas parler sa femme. Ces éléments ne suffisent jamais seuls à expliquer un crime, mais ils dessinent une personnalité et une atmosphère. Une amie de Jamila rapporte aussi un sentiment de surveillance. Jamila lui aurait dit craindre que son mari la suive, notamment pendant ses activités sportives. Elle aurait parlé de la procédure de divorce qu'elle avait engagée, des soupçons d'infidélité, de la peur que les choses dégénèrent. C'est là que l'on comprend que le crime du 2 août n'est pas un éclair isolé. Il s'inscrit dans un contexte. Une procédure de divorce était engagée, Jamila avait saisi la justice. Une audience de non-conciliation devait intervenir quelques semaines plus tard. Elle avait adressé une lettre au procureur de la République de Béziers pour dénoncer ce qu'elle vivait. Des propos vexatoires, des insultes, des humiliations, une surveillance de ses déplacements, des mensonges répétés, une vie devenue impossible. Elle évoquait également une main courante ancienne de 1983. Cette plainte ou cette lettre est importante parce qu'elle fait sortir le conflit du pur huis clos. Jamila ne garde plus tout sur elle, elle décrit, elle signale, elle nomme, elle tente de faire entrer une autorité extérieure dans une situation intime. C'est souvent le moment le plus dangereux. Dans les féminicides, la séparation, la tentative de séparation est un moment de bascule. La femme veut reprendre sa liberté. L'homme qui fonctionnait dans le contrôle ressent cette liberté comme une dépossession. Ce n'est pas l'amour qui tue, c'est la possession qui refuse de mourir. Jamila voulait divorcer. À 73 ans, elle voulait encore choisir sa vie. À 73 ans, elle voulait encore sortir d'un lien devenu invivable. À 73 ans, elle avait le droit de dire « cela suffit ». Et cela, Abdelwalid ne l'a pas supporté. Les témoignages familiaux sont encore plus profonds. Ils donnent à Jamila une épaisseur que la scène de crime pourrait écraser. Ils montrent aussi que la violence ne commence pas le soir du meurtre. Les frères décrivent une femme gentille, une figure maternelle, une sœur qui avait tenu beaucoup de choses. L'un d'eux, Régis, parle d'elle comme une seconde mère. Il sait qu'elle voulait divorcer. Un autre frère communique des conversations au magistrat instructeur. Dans ces conversations, Jamila évoque des altercations, des gestes, des violences, des disputes. Elle raconte des épisodes où elle aurait tenté d'éviter un coup, lever le bras, heurter la cheminée. Ces éléments ont un poids particulier parce qu'ils montrent la continuité. Le crime n'est pas simplement l'explosion d'une soirée. Il est précédé de scènes, de tensions, de peurs, de gestes, de paroles. Les sœurs de Jamila, et je représente, au cours de l'instruction, j'assiste, 2 de ces sœurs, sont parties civiles. Elles portent une douleur encore différente. Elles ne sont pas seulement les membres d'une famille endeuillée, elles sont les gardiennes d'une vie antérieure. Une sœur, c'est l'enfance, c'est la maison des parents, c'est l'avant-mariage, c'est ce que l'époux ne peut pas effacer. Leur présence à l'audience rappelle que Jamila n'était pas seulement l'épouse d'Abdelwalid. Elle était une sœur avant d'être une épouse. Elle avait une histoire avant lui, une identité hors de lui. C'est un point essentiel dans les violences conjugales.
L'auteur tente à réduire la femme à sa relation avec lui. Le procès, lui, doit lui rendre tout le reste. Jamila était sœur, mère, fille, femme, une personne. Elle était sujet de sa propre vie. Les enfants de Jamila apportent des récits complexes. Une fille vivant en France raconte une famille traversée par la distance, par des ruptures, par des années d'éloignement. Elle parle d'un père qui appelait sans cesse, qui se plaignait, qui pouvait développer une forme de paranoïa. Elle disait que sa mère tenait la barque. Cette expression est capitale. Elle dit une femme qui organise, qui décide. Elle dit aussi un homme qui, peut-être, vit cette force féminine comme une humiliation. Mais la lettre la plus déchirante est sans doute celle de sa fille vivant aux États-Unis. Elle ne se déplace pas à la cour d'assises. Elle écrit. Son courrier devient alors une voix. Elle explique que dans ses derniers messages à sa mère, elle lui disait qu'il pourrait la tuer. Elle voulait la protéger à distance. Protéger à distance. Comment protège-t-on une mère quand on vit à des milliers de kilomètres? Comment empêcher un meurtre depuis l'autre côté de l'océan? Comment savoir que le danger existe, le dire, l'écrire et rester impuissante? Dans son courrier, elle parle de celui qu'elle ne nomme plus vraiment comme un père. Elle l'appelle « monsieur ». C'est un mot de rupture. Ce n'est pas seulement une formule distante, c'est une destitution symbolique. Le père a perdu son nom de père. Le crime l'a sorti de la filiation. Elle écrit qu'elle a peu de souvenirs de son enfance avec lui. Peut-être, dit-elle, parce que le traumatisme de l'assassinat de sa mère l'a poussée à bloquer tout souvenir. De lui, elle retient un homme solitaire, taciturne, peu sociable. Elle dit qu'elle n'a rien appris de lui. Elle parle de ses accès de colère imprévisibles, souvent injustifiés. Elle dit que ses conversations futiles ne les ont jamais rapprochés. Pour elle, il fut un père absent qui communiquait mal. Elle évoque sa surdité qui rendait leurs échanges épuisants et inutiles, tandis qu'il refusait obstinément d'admettre son handicap. Ce détail est plus profond qu'il n'y paraît. Il parle d'un homme qui refuse de reconnaître sa diminution, refus d'entendre au sens propre, peut-être aussi refus d'entendre au sens symbolique. Refus d'admettre, refus de recevoir la parole des autres. Cette fille décrit des souvenirs de violence. Elle dit se souvenir des disputes de ses parents. Elle dit se souvenir avoir défendu physiquement sa mère lorsqu'il essayait de l'étrangler alors qu'elle était adolescente. Cette scène est sidérante. Une adolescente qui s'interpose, une fille qui protège sa mère contre son père. L'ordre familial est renversé. L'enfant devient rempart, la mère devient victime, le père devient danger. Et puis il y a cette image qu'elle raconte. Elle revoit sa mère certains matins dans la cuisine, épluchant des carottes ou des pommes de terre en pleurant, avec un foulard autour du cou pour cacher les marques qu'il lui avait laissées. Cette image doit être gardée jusqu'à la fin, parce qu'elle dit tout ce que le crime final ne suffit pas à dire. La scène du garage est spectaculaire, macabre, insoutenable. Mais cette scène de la cuisine, racontée par cette fille, est peut-être plus révélatrice encore. Une femme blessée, marquée au cou, qui pleure en préparant le repas. Une femme qui cache les traces sous un foulard. Une femme qui continue malgré tout à nourrir la famille. Une femme qui transforme sa douleur en silence domestique. Les carottes, les pommes de terre, le foulard, les larmes, c'est la violence conjugale dans son ordinaire. Non pas le soir du meurtre, mais les matins d'après. Les matins où l'on fait comme si, les matins où les enfants voient, les matins où la maison continue de fonctionner sur le corps abîmé de la mère. La fille écrit encore « Mon mépris pour lui grandit, et tout mon respect pour cet homme qui aurait pu être mon héros disparaîtra à jamais. » Cette phrase est un tombeau filial. Un père aurait pu être un héros, il aurait pu être un protecteur, un modèle, un repère. Il devient monsieur. Il devient l'homme dont on garde le mépris. Il devient celui qui a détruit la mère et avec elle quelque chose de l'enfance. Elle ajoute « Mon seul espoir aujourd'hui est que la mort de ma mère ne soit pas en vain.
Elle espère que la violence faite aux femmes en France cesse et que les hommes aussi soutiennent ce combat. Elle conclut qu'aucune femme, aucune mère, aucune sœur ne mérite d'avoir le corps ainsi massacré. Elle ne demande pas seulement une condamnation, elle demande une transmission. Elle demande que la mort de sa mère serve au moins à dire quelque chose aux vivants. Elle demande que les hommes ne regardent pas les violences faites aux femmes comme une affaire qui ne les concerne pas. Elle demande que le massacre d'un corps oblige une société à ouvrir les yeux. Comment cet homme en est-il arrivé là ? Les expertises de personnalité et de psychiatrie décrivent un parcours marqué par l'immigration, le travail, l'intégration, mais aussi par une personnalité rigide, des éléments paranoïaques, une difficulté à accepter la séparation, la perte de contrôle, l'atteinte narcissique. On évoque une jalousie interprétative, une obsession d'infidélité, une personnalité longtemps humiliée, une violence extrême comme extériorisation de frustration. Son casier judiciaire ne comporte pas de mention. Beaucoup de crimes sont commis par des hommes qui ne sont pas inscrits dans une carrière criminelle classique. Ils n'ont pas forcément un passé judiciaire lourd. Ils peuvent apparaître de loin comme des hommes ordinaires. C'est justement ce qui rend ces dossiers si difficiles. L'absence d'antécédents judiciaires ne signifie pas l'absence de violence intime. Dans le couple, Jamila apparaît comme celle qui gère, qui porte, qui organise. Certains enfants décrivent une mère forte, parfois stricte, mais centrale. Abdelwalid, lui, apparaît comme taciturne, solitaire, peu communicant, parfois dépendant de son épouse, mais aussi, peut-être, humilié par cette dépendance. La séparation vient fissurer l'ensemble. Jamila demande le divorce, elle modifie certaines dispositions patrimoniales, elle veut que ses enfants soient protégés, elle ne veut plus que son mari demeure au centre de tout. Les investigations financières établissent des éléments de patrimoine, d'assurance vie, d'épargne, de clauses bénéficiaires modifiées. Dans l'esprit d'Abdelwalid, tout peut alors se mélanger. La perte de l'épouse, la perte de la maison, la perte de l'argent, la perte de l'autorité, la perte de l'image masculine, la perte de la sexualité, la perte de la maîtrise. Et au centre de ce mélange, l'idée qu'elle le trompe. Il évoque un amant, il parle d'un certain homme. Les enquêteurs cherchent, ils exploitent des lignes téléphoniques, ils analysent, ils vérifient, mais l'amant supposé n'est pas identifié. L'arrêt de la cour d'assises retient qu'aucun amant n'a été mis en évidence. Cela n'empêche pas Abdelwalid d'y croire. C'est là que la jalousie devient dangereuse. Elle cesse d'être un sentiment, elle devient une vérité intérieure qui n'a plus besoin du réel. Dans une telle mécanique, la femme est piégée. Si elle nie, elle ment. Si elle se tait, elle confirme. Si elle part, elle trahit. Si elle reste, elle subit. La jalousie pathologique est un tribunal sans défense possible. Jamila, elle, avait choisi de sortir de ce tribunal. Elle voulait divorcer. Il vient l'audience. Et l'audience met tout le monde face à cette contradiction. L'homme qui comparaît semble altéré, mais l'acte reste entier. Les experts expliquent. Ils parlent de troubles cognitifs, de personnalité paranoïaque, de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant altéré le discernement. Ils ne disent pas que le discernement était aboli. La différence est essentielle. L'abolition du discernement efface la responsabilité pénale. L'altération ne l'efface pas. Elle peut influencer la peine, mais elle ne fait pas disparaître le crime. Or, la Cour retient qu'Abdelwalid a appelé les gendarmes dans les minutes qui ont suivi, qu'il a donné des explications précises, qu'il les a reprises devant le juge d'instruction et devant la cour d'assises, et qu'en utilisant volontairement le tranchant d'un outil pour frapper la tête et le cou, zone létale, il a manifesté une volonté homicide. C'est là que la question philosophique de la peine revient. Pourquoi punir un homme âgé ? Pourquoi condamner un octogénaire à une longue peine ? Pourquoi ne pas laisser l'âge absorber la faute ? Parce que la peine ne vise pas seulement le futur du condamné, elle parle aussi du passé de la victime. Elle dit la gravité de l'acte au moment où il a été commis. Elle nomme le crime. Elle inscrit dans la cité que la vie de Jamila ne peut pas être dissoute dans la confusion d'un vieil homme. Punir ici, ce n'est pas se venger, c'est refuser l'effacement. La peine a 3 fonctions. Elle reconnaît d'abord la victime, elle dit « Jamila a été tuée » et cette mort appelle une réponse publique.
Ensuite, la peine qualifie l'acte. Elle dit « ce n'est pas une dispute, pas un accident, pas un simple drame conjugal. C'est un meurtre par conjoint. » Enfin, la peine rétablit une limite. Elle dit « l'intimité du couple n'est pas une zone hors droit. Le mariage n'autorise rien, la jalousie n'excuse rien, l'âge n'efface pas tout, la maladie n'abolit pas nécessairement la responsabilité. » Ensuite, bien sûr, l'exécution de la peine peut tenir compte de l'âge et de l'état de santé, c'est le rôle d'un autre temps judiciaire. Et la cour d'assises, elle, doit dire la vérité pénale. Le 14 octobre 2022, la cour d'assises de Montpellier déclare Abdelwalid coupable d'avoir volontairement donné la mort à Jamila, son épouse, avec cette circonstance que les faits ont été commis par son conjoint. Elle le condamne à 20 ans de réclusion criminelle. 20 ans. Face à un octogénaire, le chiffre peut sembler immense. Face à une femme frappée d'une quarantaine de fois, il peut sembler insuffisant. C'est toute l'impossibilité de la peine criminelle. Elle ne répare jamais vraiment. Elle ne ressuscite pas. Elle ne rend pas la mère à ses enfants, la sœur à ses sœurs, la femme à elle-même. Mais elle empêche une chose, que le crime reste sans nom. Vous venez d'écouter Hervé Gerbier raconte, un podcast produit par Victimes et Préjudice Avocats, réalisé par Alpcat Media. À bientôt.